Il y a des vies marquées par l'instabilité, les doutes et les diagnostics qui s'enchaînent. Pourtant, derrière chaque étiquette médicale se cache une personne, une lumière, une histoire. Lucie a 26 ans. Elle se décrit comme solaire et sociable. Mais son quotidien est habité par l'anxiété, la tristesse et parfois un grand vide. Depuis l'enfance, elle traverse des tempêtes émotionnelles, des hospitalisations, des incompréhensions, mais aussi des moments de soulagement et de reconnaissance. Dans cet épisode, elle nous confie avec sincérité ce que signifie vivre avec un trouble borderline, ses cycles de recommencement, ses relations teintées de montagnes russes émotionnelles, sa difficulté à garder un travail malgré son engagement dans le médico-social, mais aussi la force qu'elle puise dans son chien et dans l'envie de croire que, malgré tout, l'avenir peut être différent. Son récit est une plongée bouleversante au cœur d'une réalité trop souvent jugée, mais rarement comprise. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour, moi c'est Lucie, j'ai 26 ans et je me décrirais aujourd'hui en dehors de mon diagnostic comme une personne plutôt sociable et solaire. Je dirais que c'est les termes qui reviennent le plus quand les personnes me décrivent et je trouve que ça me correspond plutôt bien. Les émotions qui dominent mon quotidien actuellement, je dirais que pas mal d'anxiété et de tristesse et même si c'est pas une émotion, un grand sentiment de vide. J'ai fait ma première dépression à l'âge de 7 ans et les souvenirs qui me restent de cette période, je dirais une grosse part de sentiment d'abandon assez compliqué à gérer en tant qu'enfant, étant donné que c'était le départ du domicile familial de mon frère. Et ça a été une période assez compliquée pour moi où j'avais du mal à m'alimenter, j'avais du mal à dormir. Je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps à la recherche de mon frère partout, chez n'importe qui. Enfin voilà, c'était une période assez compliquée pour moi et je me souviens vraiment de cette tristesse envahissante et qui a duré des années et des années et qui peut encore être sensible aujourd'hui et c'est un sujet qui reste sensible, quoi. Pas sûr qu'en fait tout le monde ait vraiment remarqué. Je sais que ma mère m'en a parlé plusieurs fois et que je pense que c'était compliqué à gérer pour elle, mais plus dans le sens où elle se sentait dépassée puisque mon frère vivait plus dans la même ville et que dans tous les cas, elle pouvait rien faire pour soulager tout ça. Donc c'était un peu délicat pour elle. Après les autres personnes, je suis pas sûre qu'ils aient remarqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui passaient un peu outre en mode bon, c'est normal, elle est un peu triste et tout, sans forcément se rendre compte de l'impact parce que cette dépression, ça a été ma première dépression et ça s'est jamais arrêté en fait. Mon adolescence, j'ai connu plusieurs hospitalisations et mes ressentis à ce moment-là, au début, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension parce que on sait jamais vraiment ce qui nous attend dans des moments d'hospitalisation. Et puis au final, un gros sentiment de sécurité, c'est-à-dire que moi, je me sentais vraiment dans une bulle où rien ne pouvait me faire de mal, rien ne pouvait m'atteindre. C'est comme si toute ma vie, en fait, elle était mise en pause. Et ouais, c'était une période plutôt agréable pour moi, je dirais, l'hospitalisation. Après, moi, c'était pas en HP ou quoi que ce soit, c'était vraiment dans un service pédopsychiatrique dans l'hôpital de la ville dans laquelle j'habitais. Et le personnel était très bienveillant, je me suis fait énormément d'amis. Et au final, ça s'est un peu transformé en truc de père aidance et de comment dire, comme si on était en colonie de vacances en fait, parce qu'il y avait vraiment ce truc de, on est tous jeunes et puis on a tous les mêmes galères et du coup, on fait des conneries tous ensemble et enfin voilà, je dirais que c'est les émotions qui ont prédominé, c'était la peur au début et puis au final le sentiment de sécurité, d'appartenance. Donc j'en garde des bons souvenirs et j'en suis encore nostalgique par moments. Le fait de recevoir plusieurs diagnostics au fil des années, toujours différents les uns des autres, ça a été, je dirais au début, pas trop compliqué parce que j'ai d'abord eu le diagnostic de dépression, ça j'étais au clair avec. Après, on me suspectait d'être bipolaire. Ça, j'avoue que c'était un diagnostic avec lequel j'avais un peu plus de mal tout de suite.
Il y avait l'anxiété. L'anxiété, c'était OK parce que je le savais. Phobie sociale, tout ça, ça, il y avait pas de problème. Je dirais que par contre, c'est tout récemment où, les diagnostics ont été un peu plus complexes. Pour moi, ça a été un peu plus dur à accepter parce que du coup, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans de mon trouble borderline. Sauf que là, enfin, dans ma tête, tout était clair et je savais que c'était ça parce que, j'avais déjà fait des recherches et qu'à 1000% je me reconnaissais là-dedans et du coup, ça me faisait peur de me dire que, bah si, en fait, ça y est, j'ai vraiment ça, c'est pas juste dans ta tête, il y a vraiment des professionnels qui confirment que j'ai ça et du coup, ça devient réel et ça fait un peu peur et on me parle encore aujourd'hui de d'autres diagnostics qui pourraient venir et en même temps, je suis pas d'accord avec tous et du coup, ça me perturbe parce que là, ma psychiatre actuelle me parle de bipolarité, me parle de TDAH, m'a même parlé de schizophrénie. Et la schizophrénie, pour le coup, c'est vraiment un diagnostic sur lequel je serais vraiment pas d'accord puisque j'ai aucune hallucination et juste un sentiment de persécution, mais qui peut se retrouver dans d'autres pathologies et pas, enfin, en fait, c'est assez compliqué parce que quand on rentre dans le système, enfin, quand on rentre dans les troubles, j'ai l'impression que tous les troubles sont un peu liés et que du coup, les psychiatres se mélangent les pinceaux et nous mettent dans des cases qui sont pas forcément les bonnes non plus. Et j'entends que ce soit compliqué, mais c'est vrai que c'est pas facile à entendre et c'est pas facile de passer d'un diagnostic à un autre tout le temps. Et quand on a 15 étiquettes sur la tête, bah, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et du coup, quand on m'a parlé pour la première fois du trouble borderline, bah, moi, ça m'a fait du bien d'en parler parce que ça faisait un moment que je pensais à ce trouble et que je me reconnaissais dedans. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai été soulagée, mais bon, j'avais quand même peur de tout ce que ça pouvait engendrer dans ma vie, de me dire que bah, le trouble borderline, c'est plus ou moins un trouble qui est censé rester à vie, hein, même si ça peut s'apaiser avec les années, c'est un trouble qui, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, puisque c'est un trouble de la personnalité. Donc c'était un mélange un peu de tout ça, et en même temps, je dirais que ce qui prédominait, c'était quand même le soulagement, même si j'avais de la peur aussi qui suivait. J'étais quand même soulagée de me dire, ok, donc tout ça, bon, en fait, il y a une raison derrière tout ça, quoi. C'est pas juste moi qui suis complètement à l'ouest, c'est pas juste moi qui pète des câbles ou qui suis pas normale, entre guillemets, la normalité, bien sûr. Donc, ça fait du bien d'avoir un mot et de s'accrocher à ça, quoi, et de se dire, bah, ok, j'appartiens à cette catégorie de personnes et c'est ok et je peux justifier certaines choses par ça, quoi. C'est pas juste, je suis pas complètement folle, quoi, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais voilà. Dans ma vie actuelle, j'ai changé énormément de travail et de logement parce que je suis une personne assez instable du fait de mon trouble, du coup. Ce qui m'anime, c'est vraiment la nouveauté, de repartir de zéro, de réussir à effacer comme des parties de ma vie pour repartir à zéro dans un nouveau truc. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer, mais j'ai besoin toujours de tourner une page, en fait. C'est hyper important pour moi de pouvoir tourner une page, de pouvoir me dire, bah non, en fait, si là ça va pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça ira mieux ailleurs. Et en fait, c'est pas forcément vrai, mais c'est vrai un temps. Et puis après, c'est pour ça que c'est un cycle et que ça recommence tout le temps. Après, c'est vrai que c'est épuisant parce que bah, déjà financièrement, faut que ça suive. Les déménagements, c'est toujours fatigant, c'est toujours prise de tête. Voilà, c'est des choses qui sont pas faciles à faire, mais en même temps, c'est des choses dont j'ai besoin parce que j'ai besoin en permanence de voilà, d'entamer un nouveau chapitre, de repartir de zéro, d'avoir un lieu neutre sans souvenir parce que j'associe énormément les choses entre elles. J'ai besoin de découvrir de nouveaux endroits, que ce soit une nouvelle ville ou juste un nouveau quartier. C'est vrai que, ouais, mais je dirais que ça m'anime plus que ça m'épuise, même si ça m'épuise quand même pas mal. Avec les autres, je peux me dire, bah voilà, j'ai trop envie de voir cette personne, on se dit on va se voir dans une semaine, sauf que bah moi je suis pas capable de prévoir des choses à l'avance parce que je sais pas comment je vais me sentir au moment même. Donc ça c'est assez compliqué pour moi et du coup j'ai appris à expliquer aux gens voilà, que moi j'organise pas à l'avance, qu'il faut que tout soit fait à la dernière minute. Je sais que ça convient pas à tout le monde, je sais que ça peut être compliqué pour les autres, mais le problème c'est que sinon faut accepter, faut que la personne en face accepte que je puisse poser des lapins parce que si je me sens pas capable, je me sens pas capable et je vais pas me forcer.
Voilà, avant de toute façon, je peux pas me forcer. C'est même pas question de je ne veux pas me forcer, c'est que je ne peux pas me forcer si je suis dans un état émotionnel qui ne me permet pas de voir de personnes, et ben, c'est comme ça et du coup, je viendrai pas. Donc ça, je dirais que c'est un truc assez important par rapport aux autres. J'ai aussi mes changements d'humeur où je peux être totalement dans une conversation avec une personne et puis d'un coup, je sais pas ce qui va se passer, je vais changer d'émotion et ça y est, je suis plus là, j'ai plus envie, j'ai envie de rentrer alors que juste avant, on était en train de rire. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Je pense que les personnes en face de moi comprennent pas toujours ce qui se passe et moi non plus d'ailleurs, hein, si ça peut rassurer les personnes qui écoutent. Concernant le travail, c'est compliqué. J'ai un énorme comment dire, syndrome de persécution. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je me sens persécutée assez vite. Et du coup, au travail, ça me joue beaucoup de tours parce que j'ai toujours l'impression de donner tout ce que j'ai, quitte à m'épuiser au travail et que les autres, en fait, j'ai trop peur qu'on me dise, enfin, que les gens pensent du mal de moi ou que je suis pas assez. Donc ça, c'est assez compliqué et ça joue sur mes émotions et donc forcément, bah, au travail, je peux être, bah, très sociable, très joyeuse, très solaire, et puis après, l'après-midi même ou le lendemain, être dans un état assez, apathique, sans trop grande émotion, un peu plus molle. C'est assez délicat parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de changements et je sais pas comment les autres perçoivent réellement ça. Je sais pas s'ils le perçoivent vraiment d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas facile pour moi et dans ma vision de moi-même, du coup, j'ai du mal à accepter que je suis comme ça. Ce que m'apporte mon métier dans le social, le médico-social, malgré mes difficultés, je dirais que j'ai ce sentiment de père aidance, c'est-à-dire que bah, je suis moi-même une personne troublée et j'aide des personnes troublées ou en situation de handicap, mais toujours un peu par rapport à des troubles psy de toute façon. Et ce sentiment de père aidance, du coup, m'aide moi dans mon cheminement personnel à me dire, bah, ok, j'ai du mal à gérer mes émotions, j'ai du mal à me gérer avec mon trouble, à m'accepter, mais bah, je suis là pour les autres et je donne tout ce que je peux pour les aider. Et en fait, aussi à travers ça, j'ai l'impression de m'aider totalement. Et d'autant plus que même si j'ai énormément de responsabilités dans les travails que je fais, je pense que c'est vraiment bénéfique pour moi de mettre en place les choses que je mets en place pour ces personnes parce que c'est des choses qui m'aident également. Et quand je vois un sourire sur le visage d'une personne que j'accompagne, bah, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus aidant pour moi dans mon quotidien. Enfin, c'est vraiment, ça me refait ma journée et je me sens utile, je me sens plus légère. Enfin, c'est vraiment un sentiment de satisfaction incroyable, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans une période compliquée et du coup, je traverse des émotions assez complexes avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'anxiété, comme je disais un peu tout à l'heure. On va dire que je suis dans une grosse rechute de dépression là depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Sauf que bah je m'en sors pas et c'est de pire en pire et j'ai l'impression d'être un peu au fond du trou et que ça n'ira jamais mieux, mais c'est un peu ce que je me dis dans chaque phase. Donc ça, j'en ai conscience parce que à chaque fois que je me sens comme je me sens actuellement, j'ai l'impression que ma vie va s'arrêter, que rien n'ira jamais mieux. Enfin, c'est très pessimiste, mais en même temps, j'ai les pieds sur terre parce que j'ai conscience que c'est cette phase-là qui me fait parler, enfin, qui me fait penser ça, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, là, je suis en train de faire un dossier MDPH pour pouvoir avoir une RQTH, voire l'AAH en plus, ce qui serait vraiment chouette. J'aimerais beaucoup déjà avoir, enfin, en ce qui concerne l'AH, ce serait vraiment d'avoir un salaire minimum. Parce que c'est vrai que quand je travaille et que je suis en arrêt maladie, bah là par exemple, j'aurais été en arrêt maladie pendant un mois. Je vais absolument rien toucher quasiment. Enfin, ça va être très minime. Alors que si j'avais l'AH, j'aurais au moins 1 000 euros. Et en vrai, même si 1 000 euros, c'est pas énorme, c'est non négociable pour payer
mon loyer et tout ce qui va avec. Donc je dirais que ça, ce serait le plus important pour moi dans mon dossier MDPH. Je suis vraiment en demande d'AAH, mais après la RQTH me semble aussi intéressante parce que j'ai besoin d'être reconnue pour qui je suis. J'ai besoin qu'on arrête de me poser des questions. J'ai besoin que les personnes comprennent que j'ai un handicap, même si c'est pas facile à dire. J'ai ce handicap qui fait que je suis pas capable de tenir un rythme de travail comme tout le monde. Je suis pas capable de venir au travail tous les jours. Je suis pas toujours la motivation. Mes capacités dépendent vraiment. Je peux un jour être au taquet et ça dure une semaine et puis la semaine d'après, en fait, je suis totalement épuisée parce que j'ai beaucoup trop donné la semaine d'avant et voilà. Donc moi, c'est surtout je pense que j'ai besoin de sérénité, de reconnaissance, j'ai besoin d'aide financière et j'ai besoin, si je peux avoir un aménagement de poste, des choses qui peuvent me soulager dans mon anxiété, des horaires plus adaptés, je sais pas. Je dirais que tout ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à avoir. Et les choses qui me donnent de la force pour continuer malgré mes rechutes, eh bien en fait j'ai mon chien qui m'aide énormément. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quand j'ai par exemple des pensées sombres et que j'ai l'impression d'être au bout, je pense à mon chien, à mon chat aussi, mais je dirais que j'ai un lien très 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 fort avec mon chien. Et je me dis, mais je peux pas lâcher parce que j'ai mon chien, parce que qui va s'occuper de lui, parce que c'est moi qui le connais le mieux et donc personne ne s'occupera aussi bien de lui que moi et j'ai pas envie de l'abandonner parce que qu'est-ce qu'il va devenir et je vais lui briser le cœur. Et en fait, c'est vraiment ça qui me retient, c'est parce que j'ai pas envie de faire de mal à mon chien, j'ai pas envie de l'abandonner, voilà. C'est vraiment ça. Ce que j'aimerais dire à des personnes qui vivent avec un trouble borderline ou qui se reconnaissent dans mon parcours, c'est de pas se définir juste en tant que trouble. En fait, on est une personne, on est des personnes avec des émotions, avec un vécu, avec une vie à découvrir, une vie à vivre, et c'est pas juste un trouble qui est censé nous définir. Et que oui, il y aura des phases assez compliquées, mais il y aura aussi des phases super belles et très intenses, et que tout n'est pas définitif, tout n'est pas fixé, et que même si c'est un trouble de la personnalité, il y a plein de choses à mettre en place pour faire en sorte d'aller mieux, et que la vie se résume pas à nos périodes difficiles, quoi. Qu'il faut essayer de se concentrer sur le positif. C'est pas facile, mais voilà. Et puis surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'ai énormément appris de moi. J'ai énormément appris de plein de choses d'ailleurs. Et je pense que tout ça, je le dois à mon trouble, justement. Et du coup, je remercie quand même mon trouble de faire partie de ma vie, dans le sens où il m'enrichit énormément sur plein d'aspects. Ce que j'aimerais que les gens comprennent mieux sur ce trouble et sur moi, du coup, c'est qu'on n'est pas des personnes... parce que j'ai l'impression, de ce que j'entends, qu'on nous perçoit comme des personnes manipulatrices, comme des personnes un peu mauvaises, un peu égocentrées, égoïstes. Et en fait, moi, de mon point de vue, c'est pas du tout ça. Ce que j'aimerais que les personnes comprennent, c'est que on est des personnes qui, pour la plupart, ont vécu des traumatismes. On est bloqué émotionnellement à un âge assez jeune, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir des personnes bienveillantes autour de nous, et qu'en fait, oui, quand c'est pas le cas, quand on se sent pas rassuré, etc., c'est très compliqué pour nous parce que ça nous ramène à des périodes de notre enfance dans lesquelles on a pu être négligé. Et voilà, en fait, nous, tout ce dont on a besoin, c'est d'une écoute, d'une oreille bienveillante, de paroles bienveillantes et de réassurance. Après, je dis pas qu'il faut que la personne en face s'oublie. Évidemment, la personne en face doit penser à elle et fixer ses limites. Le principal, c'est de rester toujours dans des choses bienveillantes et dans des discours très clairs, parce que sans ça, c'est impossible, et c'est comme ça que nous avons des réactions qui sont pas forcément appropriées au point de vue de la société dans la normalité actuelle.